Bonsoir, bienvenue sur ce 29e numéro du Bistrot d'Aller le LOSC, saison 2, l'émission réalisée par des supporters du LOSC, pour les supporters du LOSC qui revoient chaque semaine l'actualité de notre club favori. Une émission que vous pouvez voir en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Aller le LOSC ou sur le groupe Facebook allerleLOSC.com et qui sera diffusé en replay à partir de demain sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de votre club préféré. Au sommaire ce soir, nous reviendrons dans un premier temps sur le match Angers-LOSC, l'Europe. Ah, j'ai un petit retour de son, je ne sais pas si c'est l'un d'entre vous. Donc au sommaire ce soir, un retour sur le match Angers-LOSC. L'Europe peut-être, mais à tout petit pas. Ensuite, nous reviendrons quelques minutes sur l'affaire. Donc, à thème, moi non plus. C'est comme ça qu'on a appelé ce passage. Et enfin, le sujet majeur de cette émission, le prochain rendez-vous du LOSC, le derby, malheur aux vaincus. Pour aborder ces sujets d'actualité, des piliers du bistrot que vous reconnaissez, on va commencer par le plus dunkerquois d'entre nous, Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous. Ensuite, Christophe. Alors, ils sont deux cette fois-ci, il faudra que je fasse attention. Donc, le Christophe C qui est avec nous. Bonsoir, Christophe C. On ne t'entend pas, Christophe C. Je suis le premier à payer ma tournée. Et j'avais voilà. coupé mon micro. Ah bah voilà, c'est comme ça, il faut pas se rater. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Et pour rattraper les erreurs de micro de Christophe C, nous avons Christophe D qui est toujours dans son univers japonais. Bonsoir, Christophe D. Bonsoir à toutes et tous. Alors, vous reconnaissez certainement ce visage qui apparaît souvent dans les médias, notamment lorsque les derbys du Nord approchent. Il est le co-auteur du livre Histoire des derbys que j'ai ici, que je vous montre. Il est psychiatre. Ce n'est pas forcément anodin pour évoquer des choses du football. Il s'appelle Olivier Brochard. Bonsoir Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir François et bonsoir à tout votre bloc opératoire. Là, je vois que chacun est bien outillé pour affronter la soirée. Voilà, et puis un grand honneur de pouvoir participer au bistrot d'Aller le LOSC avec vous. Eh bien merci, on est tous persuadés que ça va très bien se passer. Avant de commencer par les questions rituelles, je voudrais revenir sur un point qu'on avait un peu oublié la semaine dernière. C'est le concours d'il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, lorsque nous avions Georges comme invité, l'idée était de faire gagner son livre qui est ici, donc qui s'appelle Terminus Garde Franc, donc qui est disponible chez les femmes qui galopent, donc, ou dans les séances de dédicaces que Georges organise un peu partout dans la région. Je vous rappelle la question à laquelle il fallait répondre. À l'époque, c'était combien de matchs de suspension allait prendre Olivier Létang après les altercations. Ah, Olivier Létang. Sylvain Armand, pardon. Alors, décidément, la soirée commence mal. Sylvain Armand, après son altercation à Nantes. La bonne réponse était 8. Le vainqueur et qui remporte ce livre dédicacé est quelqu'un qui ne nous est pas du tout inconnu. C'est Julien des Dogs de Paris qui était le plus proche, qui avait donné le juste pronostic et qui d'ailleurs, on ne va pas trahir un secret, ça fait 15 jours qu'il nous harcèle pour qu'on lui donne le lot, mais on voulait quand même vérifier et s'assurer que c'était bien lui qui avait eu la bonne réponse. Juste parce qu'il ne veut pas payer le bouquin. Ça doit être ça. Donc il l'aura, on lui donnera la prochaine fois qu'on le verra. Et c'est l'occasion de vous rappeler également que vous avez aussi l'occasion cette semaine de remporter une place pour le derby. Alors, bien sûr, c'est en tribune active avec les Dogs du Net et l'équipe du bistrot d'Aller le LOSC. Donc, le concours est réservé uniquement aux supporters lillois
ou aux supporters lensois qui seraient aventuriers, parce que ça, on ne peut rien garantir. On vous donnera la question à laquelle il faudra répondre. Et comme d'habitude, le premier qui répond en direct sur les commentaires de Facebook remportera la place dans Tribune Active. Je vous propose de commencer. Olivier, nous avons un rituel au bistrot d'aller. On a dit bonsoir à David. Je t'ai pas présenté, David? Non, c'est parce que tu n'as pas de lumière, Jean-Luc, tu n'as pas de lumière et je t'ai zappé. Jean-Luc, vous le reconnaissez, Jean-Luc des Dogs de l'Ouest. Alors, toutes mes excuses, David, qui est là pour une double raison. Donc, il est supporter du LOSC, qui est responsable des Dogs de l'Ouest. Et puis surtout, il était présent à Angers, si je ne dis pas de bêtises. Tu dis des bêtises parce que, exceptionnellement, j'étais à Lille. Bon, ben écoute. J'avais un mariage dans la famille et j'étais à Lille le jour d'Angers. Mais en tout cas, tu as vu le match et tu sauras nous en parler très bien, nous éclairer de tes lumières. Donc, j'ai vu trop qui étaient là-bas, donc j'ai eu des remontées. Bon, après ce raté monstrueux dans la présentation, je vous propose de passer à la première question donc pour Olivier. C'est la tradition du bistrot des LOSC, c'est la question à la con. Alors, je te rappelle, Olivier, tu n'es pas obligé de répondre, mais tu peux quand même essayer. Tu es, je le rappelle, psychiatre. Alors, après les débordements du dernier derby, où d'une façon non exhaustive, on a vu de l'exhibitionnisme, des cailloux sur les bus, des insultes, des jets de siège. Alors, d'ailleurs, il faut remarquer qu'au classement des jets de siège, pour l'instant, Lens mène 2 condamnations à 1, dont une condamnation qui est assez lunaire, c'est un policier dans le civil qui a été condamné pour avoir jeté un siège en tant que supporter lensois. C'est quand même assez drôle. Donc, des violences. Au dernier match, on a vu aussi à Lens des jets de projectiles avec un filet provisoire qui a été installé. On voit aussi des comportements de joueurs qui sont parfois extraordinaires. Par exemple, l'affaire Ben Arfa, avec des tweets, des insultes, toute une série de comportements qu'on ne voit pas forcément dans la vie normale. Alors, est-ce que le foot rend fou et comment peut-on en guérir? Ou rend-il tout simplement con et il n'y a absolument rien à faire? Quel est ton avis de professionnel? C'est sûr que la surmédiatisation maintenant par tous ce que j'appelle le 360, les radios, la TV, les réseaux sociaux, la presse papier, d'être mis comme ça en lumière, fait que les personnes ont, voilà, enfin chacun a envie de son quart d'heure à la Warhol. Et à partir de là, voilà, devant des caméras, tout est possible. Voilà, faut comprendre un peu l'esprit des foules, de le bon. Enfin, faut revenir un peu dans cette philosophie-là. Et tout est possible maintenant, même s'il y a des sanctions caractérisées. Non, tout est possible. Et le prochain, alors sur Lille. Le derby, moi, je ne crains pas trop, parce que on est quand même, le public est à distance des joueurs. Mais à Lens, c'était hyper prévisible. Ce qui allait se passer sur Lens était hyper prévisible. Et d'autant avec toute l'animosité d'avant-match. Ici, on ne le sent pas encore. On est qu'en mardi. On sent pas encore trop les choses bouger. C'est vrai qu'il y a certainement les élections présidentielles qui sont là. Mais alors, ça rend pas con. Le foot ne rend pas con. Ne rend pas con. Il y a des gens qui ont cette passion et la passion peut rendre fou. Voilà un peu le raccourci que je peux amener. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du derby, avec notamment l'interdiction, la fermeture du parquage visiteur et l'interdiction officieuse de déplacement finalement pour des supporters affichés comme lensois. On y reviendra tout à l'heure. En attendant, donc, je voudrais revenir sur le livre que tu as publié il y a déjà quelques temps. Après la saison du titre, en fait, on était arrivé à 108 derbies. Et donc, on a mis un moment, Lens était descendu, et donc il fallait un moment donner le top départ.
Il y a eu depuis 7 derbys, avec celui de samedi, ça va faire 7 derbys qui vont être joués. Et on a une réédition avec donc 115 derbys à l'étude dans la prochaine édition avec Jean-Baptiste Alloire. On est en train de bosser comme ça sur refaire les statistiques, avoir des témoins, parce que bon, l'originalité aussi du livre, comme tu as pu le consulter, c'est aussi un témoin à chaque match et c'est ça qui fait la richesse. Et Jean-Baptiste est allé à la bibliothèque régionale d'histoire pour aller rechercher le moindre article sur les derbys d'antan, du tout début, d'aller aussi rechercher les témoins. C'est vraiment un boulot monstrueux qu'il a pu effectuer. Moi, je m'en suis contenté d'avoir eu au moins le mérite de l'idée qui me trottait. C'était lors de nos soirées, à la soirée mémorable à la constitution de la Voix des Sports tous les dimanches soirs. Jean-Baptiste était mon voisin de table au desk. Et donc, c'est là que l'idée nous est venue, que l'idée m'est venue, moi, de pouvoir un moment lâcher quelque chose sur les derbys. Voilà, ce qui fut fait. J'ai aussi la même prétention avec les matchs de Coupe d'Europe du LOSC, certainement peut-être avec toi, François. Voilà. Écoute, c'est un sujet qu'on a évoqué, effectivement. On y reviendra très, très vite. On y reviendra très, très vite. Alors, moi, je voulais souligner la qualité du bouquin, effectivement. Une double page à chaque match avec des photos, un résumé, avec des interviews, effectivement, d'acteurs, finalement, des matchs, des statistiques, le nom des buteurs. Et j'y reviendrai tout à l'heure pour la question pour la place pour le derby. Alors, le seul défaut, finalement, du bouquin, mais c'est qu'il n'y a pas le résultat du match de ce week-end. Mais il faudra attendre peut-être la prochaine édition, finalement, pour avoir ce résumé. Je vous propose de passer à la première. Alors, sauf si vous avez des questions, peut-être pour Olivier, sur le bouquin ou en particulier. Juste préciser aussi, peut-être qu'il est trouvable encore dans sa première édition, mais vraiment en cherchant bien sur les sites Internet. Peut-être ne l'ayant pas lu, est-ce que c'est un bouquin qui relate de manière exhaustive l'ensemble des derbies ou vous avez repris des matchs un petit peu emblématiques ou des matchs Alors, tous les derbys sont traités de la même façon, c'est-à-dire tous les derbys sont traités déjà. Classement à l'époque, au moment du derby, le contexte, les articles de presse sur lesquels on s'est basé, des confrères de la Voix du Nord, Nord Matin à l'époque, Nord Éclair, les commentaires aussi radio et commentaires TV sur les derniers. Mais chaque derby est traité de la même façon. Donc, il y a une illustration, il y a un commentaire du match, il y a un témoin, c'est surtout ça qui fait cette richesse, il y a un témoin à chaque fois qui vient nous resituer et nous remettre dans l'ambiance, et ça, je trouve ça super génial d'avoir pu avoir cette idée-là. Et puis, à chaque derby, il y a une petite question au stade, parce que moi, c'est un peu cette partie-là, comme j'assurais ça pour la Voix du Nord et la Voix des Sports à l'époque, j'ai gardé cette fibre d'aller manier d'aller voir dans les petits coins les chiffres. Et donc, voilà, on a des statistiques qui sont très, très intéressantes, en tout cas très, très ludiques même parfois pour aller chercher la petite bête. Voilà. D'accord. Et s'il y a un derby que vous deviez garder par rapport à travers des témoignages, un derby plus marquant que les autres? Alors, j'ai aussi écrit l'histoire des derbies, ça m'est venu aussi en tête, parce que j'avais un père qui était très passionné du LOSC, et c'est lui qui m'a amené quand j'étais tout gamin à Henri Joris à l'époque. Moi, je suis de 64, donc j'ai connu j'ai connu les matchs en 70 à Henri Joris, là-bas tout près de l'Adeule, comme vous certainement aussi avez pu y aller. Et donc voilà, vous savez que quand on amène
un gamin de 6-7 ans à un match de foot, il en devient un fidèle supporter par la suite, un fanatique. C'est ce que Lens, entre guillemets, on déborde déjà, mais on est dans la passion. C'est ce que les Lensois ont vite compris bien avant le LOSC et qui fait que maintenant ils ont toute une galerie de supporters qui est là, inconditionnelle. Alors, pour revenir à la situation, si j'en avais un à garder et que c'est paradoxalement un derby où je n'étais pas né, mais c'est ce derby fondateur de l'histoire des derbys, c'est cette finale de Coupe de France où Lille a gagné 4-3, alors c'était dans les années 50, hein. Mais voilà, c'est le derby. Après, il y a eu juste avant le derby sur la tribune qui s'effondre au stade de Lille à l'époque. Voilà, après, il y a les derbys, que ce soit pour les uns ou pour les autres, les derbys qui ont fait que ça a pu sceller pour Lille un titre de champion, pour Lens, un moment aussi, le fait de pouvoir, d'être un moment catalogué en Ligue 2. Voilà, il y a des moments en pression comme ça. Celui qui arrive n'est pas si mal que ça dans la hiérarchie des derbies à sensation parce qu'il va avoir une place d'Europe, un Lens qui a envie de reprendre sa place, hein, dans la hiérarchie du football régional. Et donc, voilà, ça. Et puis un Lille qui est, bon, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est un derby qui peut avoir son piquant. Voilà. Alors, la finale de la Coupe de France, 47 c'est 48, le 9 48, mai ouais. 48. Ouais, Et, mais c'est la Coupe de France 47, monsieur. oui, et c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui nous a quittés, qu'on aimait bien ici à Elos, c'était Eric, elle présidente, parce qu'il en parlait beaucoup. C'est le match de l'affaire Barat contre Golinski. Voilà, ouais. Et donc, on lui fait un petit clin d'œil là où il est. Je vous propose de passer à la première partie de l'émission. Donc, Angers-LOSC, l'Europe peut-être, mais à tout petit pas. Un match équilibré dans les statistiques, hein, 13 tirs pour Angers, 17 pour Lille, 3 cadrés contre 3 cadrés, donc beaucoup d'inefficacité des deux côtés. 35% de possession pour Angers, 65 pour Lille, 10 fautes contre 12, 3 cartons jaunes contre 2. 0 hors-jeu pour Angers, 6 pour Lille et 6 corners à 7. Alors, on va commencer par Jean-Luc, hein, je l'ai oublié tout à l'heure, donc il va ouvrir le bal. Qu'as-tu pensé de ce match Angers-Lille? Décevant, difficile? Quel est ton sentiment? Mon sentiment, c'est oui, décevant par le résultat. Le LOSC était supérieur à Angers dans l'ensemble, je trouve. Mais encore une fois, on n'arrive pas à marquer. Il n'y a pas d'efficacité devant. Bourak et David sont complètement à la rue. Bourak, c'est depuis une saison. David, c'est depuis la nouvelle année. Mais ça devient désespérant. Et quand on regarde les solutions de secours, en dehors de Zegrova qui a marqué dimanche, on ne voit pas grand monde. On a réclamé à tort et à travers Liadji. Liadji a joué contre Bordeaux, n'a rien apporté. Ben Arfa, quand il est rentré contre Bordeaux, il n'a rien apporté. Bon, il est suspendu de match, mais quand il joue, c'est pas non plus transcendant. Donc, on n'a pas vraiment de solution de rechange, quoi. Et ce match à Angers, oui, on aurait dû le gagner, encore une fois, comme Bordeaux, comme Metz, comme Saint-Etienne. Et ça fait encore un match nul. S'il n'y avait pas eu ce manque en attaque, oui, on serait beaucoup plus haut, quoi. Ce match à Angers, c'est la répétition des matchs à domicile, ceux-là de Metz, Saint-Etienne et Bordeaux. À Nantes, à Montpellier, à Lyon, on a réussi à gagner. Mais là, il y a eu un contre son camp. Bon, on ne peut pas le reprocher à Diallo. Bon, ça fait partie du jeu. Mais c'est comme un match qui laisse des regrets dans la manière offensive et dans le résultat. Parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Cette équipe d'Angers, à part Bouffal, il n'y a pas grand-chose. Ils avaient très bien joué à Lyon. J'avais vu un beau Angers contre Lyon. Mais là, le LOSC était quand même devant et aurait dû gagner. Alors,
Christophe, tu as vu le match, qu'est-ce que tu en penses en règle générale, en sachant qu'on fera après le tour des tops et des flops comme on fait habituellement. Partage assez ce qui a été dit. Euh, j'ai regardé le match en direct. D'habitude, je prends pas mal de notes avec un replay. Là, j'ai pas eu le courage. Je vous avouerai que c'était juste, c'était déjà pénible de le regarder en direct. Alors le replay, c'était pas possible. Je partage totalement ce qui a été dit, notamment sur la partie offensive de l'équipe, où on a l'impression que, bah, en dehors de l'exploit qui a été fait, et ça, il le tente 12 fois par match, notre ami Zegrova. Là, il a réussi une fois. J'espère que c'était pas la seule du championnat, parce que sinon, ça va être triste devant. Mais il tente toujours la même chose. Là, ça va au fond, c'est magnifique, on lève les bras. Mais voilà, en dehors de ça, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Alors, au-delà de l'attitude des joueurs, bah voilà, j'ai vu un petit peu de choses meilleures au milieu de terrain, notamment avec André, mais sinon, après, c'était d'une tristesse. Voilà. Alors après, c'est vrai que des solutions, on n'en a pas forcément beaucoup au niveau offensif. Alors peut-être que c'est par un petit changement de système. J'aimerais tellement, je sais que ça n'y viendra pas, mais d'avoir un pied gauche à gauche, un pied droit à droite, et des centres qui arrivent de temps en temps dans une zone un peu dangereuse pour l'adversaire, et dans la surface, bordel, quoi. Voilà, arrêtons tout le temps les mêmes phases, les Bamba qui rentrent intérieur, qui se fait contrer, Zegrova qui va le faire encore 12 fois, qui va se faire contrer. J'ai de plus en plus de mal avec ce secteur offensif lillois. Alors, Olivier, je te fais rentrer dans le débat tout de suite. Tu entends ce qu'on vient de dire sur des problèmes d'animation offensive, mais est-ce que c'est pas plus un problème d'efficacité offensive avec un David et un Bourak qui sont dans le coma quasiment depuis le début de l'année, parce que autant il y a quelques matchs, on avait du mal à se créer des occasions, autant là, il y a des occasions. Il y a 17 tirs, certes 3 cadrés, mais contre Bordeaux, on avait, je crois, 22 tirs, si je ne dis pas de bêtises. Donc les ballons arrivent, mais ils ne rentrent pas, quoi. Il faut 20 tirs pour marquer un demi-but. Le gros problème, c'est que Jocelyn Gourvenec s'obstine à laisser ce duo d'attaquants qui est voilà, improductif, stérile depuis des mois maintenant, on peut parler de ça. Hein. Et David a pris en pleine tête en fait ce voyage avec sa sélection là pour alors pas le dernier, hein, mais l'avant-dernier. Et c'est à partir de là que ça se joue. Hein. On avait calculé le nombre de kilomètres qu'il avait fait en avion, c'était 25 000, enfin un truc de fou. Et c'est à ce moment-là que Gourvenec doit le laisser là. Là, il commence à penser qu'il va un moment le laisser voilà, souffler un peu. Mais c'était vraiment à ce moment-là, avant le Money Time, c'est-à-dire avant maintenant. Le Money Time, c'est maintenant. C'est le mois de mars qu'il faut être bon à ce jeu-là. Hein, c'est au mois d'avril. C'est pas voilà, c'est pas au mois de mai. Il sera trop tard. Donc l'inefficacité, puis le Bourak qui a pris un an de plus, et puis à un moment ça se sent. Après, on a aussi un Renato Sanchez qui s'est blessé au mauvais moment. On sent quand même que c'est un super joueur. Là, il revient en forme petit à petit, mais il n'est pas encore à 100%. Alors, tout ça expliquant, voilà, mis bout à bout, font que ben, c'est un Lille hésitant. Et Angers, c'était quand même, il restait sur 9 défaites en 10 matchs, je crois, avant le LOSC. Hein. Ils avaient gagné une fois contre Brest et puis après, ils avaient pris que des tolls depuis 10 matchs. Et 10 matchs, c'est pas rien, c'est plus d'un tiers enfin, c'est presque un tiers de championnat. Et on n'arrive pas à les gagner là-bas. Bon, faut quand même tirer des points positifs. C'est cette défense quand même qui est pas si mauvaise que ça, qui arrive sans Botman à pouvoir faire des clean sheets. Parce que pour l'instant, le dernier qui a pu marquer un but au LOSC de joueurs d'une autre équipe, c'est un joueur de Paris, hein, c'est Mbappé. Voilà, c'est vrai que Lille notre ami Jardim a vu son invincibilité s'interrompre dimanche, mais c'est un joueur lillois qui lui met le but. Hein. C'est pas un joueur d'une autre équipe. Donc moi je vais garder ces bases-là parce que c'est ça qui va servir pour les semaines à venir, pour la fin du championnat. Il reste 8 matchs. Je reste persuadé. Moi, je restais persuadé avant Bordeaux qu'il y avait quelque chose à faire. Bon, là, je pense que d'avoir perdu comme ça 4 points sur les 2 matchs faciles, ben, ça restreint, hein. Ça restreint la marge.
Je vois, voilà, j'espère qu'ils vont finir en trombe en essayant de se faire bien pressentir par leur sélection nationale. Moi, je pense à Sanchez, mais David, alors David, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, on sait qu'il est bon, hein, on sait qu'il est bon. Le transfert, il continue. Hein, j'ai vu un peu les demandes de transfert. Ce sera le prix annoncé, même avec les 10 derniers matchs à la ramasse dont on l'a vu. Hein. Voilà. Alors, Georges, est-ce que tu partages l'analyse de tout le monde sur ce match d'Angers ou tu Ouais, veux rajouter quelque chose? oui, en fait, moi, j'en ai une vision un petit peu différente, j'explique. En direct, je n'ai vu que le dernier quart d'heure. Donc, un truc qui était un peu plus vivant, je me dis, tiens, et puis, par souci de faire correctement mon truc ici, je me suis retapé, en fait, les Parce qu'on 75 on n'a minutes. pas le droit de commenter un match sans l'avoir vu, hein, Georges. Tu sais, Voilà. c'est la règle d'or du bistrot Je connais la d'Anne-Ouest. déontologie, la jurisprudence UGC, mais voilà. Donc, en me retapant les 75 premières minutes, c'est un petit peu la problématique récurrente, quoi. Il y a une mécanique qui semble pas trop mal huilée jusqu'à ce que on arrive au moment où on arrive dans le secteur offensif, où là, il y a toujours un contrôle foireux, une remise hasardeuse, un hors-jeu de qui vous savez, et finalement, euh, on a l'impression, enfin, de ce côté un petit peu exaspérant de voir quelque chose qui se lance pas mal et puis il n'y a pas de chute, il n'y a rien, quoi. Alors, pour une fois, c'est vrai qu'au final, je ne retiendrai que le but absolument somptueux de Zegrova. Mais il y a une grosse interrogation, là, on l'a déjà évoqué ici, sur le secteur offensif où j'ai vraiment, enfin on en a parlé ici, mais on a cette impression que c'est à chaque fois un enregistrement de faillite individuelle. Mais c'est quand même inquiétant parce que on avait la sensation, on parlait ici sur les matchs où Ben Arfa jouait 9,5, que les décrochages de Ben Arfa faisaient aussi que David sentait seul et que ça avait l'air beaucoup plus efficace qu'on pourra revenir. Puis ce match-là nous amène un petit peu, nous dément un petit peu cette vision des choses, quoi. Oui, alors un match, Christophe D, où Ben Arfa a vraiment décroché, hein, finalement. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Tu partages nos analyses? Tu as un avis particulier? Tu voudrais rajouter quelque chose? Globalement, je partage et même je me suis dit, moi, que à force de jouer comme ça, on finirait dans le ventre mou. Et donc, voilà, si j'ai une bonne surprise, c'est bien, mais franchement, ça fait trop longtemps qu'on joue de façon soporifique. Je trouve que ça manque d'inspiration, ça manque peut-être d'envie, ça manque de vitesse. On a des joueurs qui vont super vite. Il y a le commentateur, à un moment donné, il y a un attaquant d'Angers qui s'en va devant Diallo, enfin qui prend Diallo, et Diallo, il va le rattraper, il lui prend 2 mètres, il reprend le ballon. Le mec dit, ah, Diallo, il va vite. Mais oui, Diallo, il va vite. Gudmundsson, il va vite. Bamba, quand il veut se mettre en route, il va vite aussi. Wea, il va très vite. On a vraiment Zergova, je ne sais pas s'il va vite, parce qu'à chaque fois, il fait accrocher. Donc, on ne sait pas s'il va vite plus de 5 mètres. Liadji va très vite. Donc, on a des joueurs qui vont très vite. On n'utilise pas cette vitesse-là. Et moi, ça fait quelques semaines que je le dis, mais ça m'emmerde parce que jouer en deuxième phase, attendre un peu, refaire le jeu, c'est bien. Mais une fois de temps en temps, il faut y aller direct, quoi. Je veux dire, vous voyez bien les équipes européennes qui performent, à un moment donné, ça va très vite. Ça va très vite en une touche de balle. Et puis, c'est ça qui fait la différence. Hein. Parce que les gars, sinon, ils ont toujours le temps de se replacer, d'attendre après nous. Et comme disait Christophe, Zegrova, il fait toujours la même chose. Crochet gauche, je tire. Là, c'est passé, mais c'est la fois où c'est passé, quoi. C'est-à-dire que le mec d'Angers, bon, je sais pas, il n'avait pas vu le film avant, je sais pas, mais c'est ça, c'est qu'il faut trouver autre chose, il faut trouver du mouvement, il faut trouver des mouvements à la limite très simples. Hein, je fais un appel, contre-appel, une touche de balle, je mets au centre, et là, on sera dangereux. On ne sera pas dangereux à arriver à 15 mètres, 16 mètres, 18 mètres et repasser à 22 mètres derrière. Au mec qui est au 22 mètres, qui va repasser sur l'aile, qui va repasser. Enfin, voilà, ça sert à rien, ça. Alors, vous êtes très nombreux sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot à nous faire un petit coucou. Donc, on vous salue tous. Hein. N'hésitez pas
à poser des questions. Parmi les réactions, on a parlé de la finale de la Coupe de France 1948. On a réveillé Damien Bonne de la page Drogue, bière et complot contre le LOSC, hein, qui nous précise que c'était 3-2 en 1948. Donc, on a, je crois, un favori pour la question de tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions et des questions à Olivier sur ces commentaires. On les retranscrira. Alors, on a aussi quelques commentaires, je viens d'en voir sur. On signale qu'il y a pas mal de calvitie au bistrot d'Allez-le-Los. Nous ne sommes pas concernés. C'est une règle de sélection qui est. Voilà, en fait, c'est moi qui apporte les cheveux pour l'émission et tous les autres en ont de moins en moins. On a aussi Jean-Luc qui en a quelques-uns. Hein, donc, on est deux parmi les chevelus contre quatre, mais on assume. Vu du dessus, ça doit faire un bel alignement de planètes, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on était assez fort l'année dernière. Les planètes étaient bien alignées. Alors, je vous propose de passer au tour de table sur les tops et les flops, et on terminera ensuite ce passage sur le match d'Angers avec justement une prospective pour introduire la troisième partie, à savoir est-ce que vous croyez encore à la course de l'Europe après ce résultat. Donc le top et les flops, qui veut commencer? Bon, on va commencer par notre invité, Olivier. Est-ce que tu as des tops et des flops sur le match, que ce soit à Lille ou à Lens, hein, des joueurs que tu voudrais mettre en avant ou des joueurs que tu voudrais pointer du doigt parce qu'ils n'ont pas été très très bons ce match-là? Bon, alors les flops, ils deviennent réguliers. Enfin, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est Burak Yılmaz et puis Jonathan David. Ça, c'est voilà pour moi, je comprends pas là. Enfin, un moment, je pense que c'est au niveau coach, hein, et puis qu'à un moment il faut pouvoir pendant un mois, mais il est trop tard maintenant. Il est trop tard pour pouvoir les mettre au repos. Qui on peut mettre à la place? Zegrova, pourquoi pas? Il y a Wea qui va revenir. Liadji, on l'a annoncé comme étant une perle. On lui donne pas assez de temps de jeu. Enfin, voilà. Et puis il y a des. Alors c'est vrai que Gourvenec, il y avait une statistique qui était passée il y a 10 jours, comme quoi c'était l'entraîneur qui restait avec son groupe structurel, mais qui avait donné beaucoup moins de jeu à ses remplaçants. Voilà, c'était par rapport aux autres coachs, il a besoin de certitude, il a besoin de rester avec ces joueurs-là. Dans les tops, Zegrova, il faut le citer quand même. Moi j'étais pas j'étais pas si négatif que ça comme vous. Hein. Je constate que vous aviez remarqué qu'il avait toujours ce crochet, mais bon, Robben, il l'avait toujours aussi, puis il a été champion d'Europe. Donc il faut le laisser faire, il faut laisser mûrir ce gamin. C'est pas mal. Et puis Gudmundsson, ça continue à bien progresser. Voilà, faut y voir du positif. Diallo, c'est pas mal, mais voilà, il a sa fougue qui l'emmène à chaque fois à des CSC. C'est pas le premier. Hein. Voilà. Après Chielik, je me demande s'il n'est pas non plus aussi dans l'ombre de Burak. Et puis voilà, ils sont démotivés. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue aussi là-dessus, sur la fin d'un cycle au LOSC qu'il va falloir réinitialiser. Hein. Ce sera le sujet du mercato d'été. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous faire part de tes flops et des tops? Alors, je vais commencer par les tops. Là, pareil, un Zegrova. C'est vrai qu'il fait crochet et frappe, mais au moins il essaye. Il apporte de la fraîcheur. À ses débuts, Papin, c'était un peu pareil. Il tirait dans n'importe quelle position. Vélone, c'était pareil. Voilà. Au moins, il hésite. Quand on voit d'autres attaquants du LOSC à jouer à la baballe, à tourner en rond devant la surface et puis pas tenter leur chance, au moins lui, il essaye. Ça passera peut-être 2 fois sur 3 à côté. Mais voilà, si ça fait un but ou 2 par match, tant mieux. J'ai apprécié aussi, contrairement à Olivier, Célé, qui je trouvais porté offensivement. Côté Angers, Sofiane Bouffal, pas parce qu'il vient du LOSC, hein, mais avant le LOSC était à Angers, il retournait dans son club et c'est le meilleur de son équipe.
C'est même à peu près le seul qui a été bon sur les 22 titulaires de dimanche. Dans les flops, comme beaucoup de monde, hein, ça sera les deux attaquants, Yilmaz et David. Yilmaz sera suspendu contre Reims, ça sera l'obligation de trouver quelqu'un d'autre à la place. David, on en a parlé, hein, depuis la trêve, il est absent, je ne sais pas ce qu'il a. Gudmundsson, sur ce match-là, moi j'ai moins apprécié que d'habitude. Mais bon, c'est l'avenir quand même, hein. Côté gauche, ça sera meilleur. Et puis, je ne suis peut-être pas le seul à dire ça, mais Renato Sanchez, pour moi, devrait apporter plus. Alors, on me dit, il était à droite, c'est pas son poste. Galtier aussi, il faisait jouer à droite. Mais un joueur de ce talent-là, qui va peut-être jouer à Milan ou dans un grand club européen, doit apporter plus. En fin de match, quand Zegrova est rentré, il s'est remis dans l'axe, même si, de par lui-même, hein, il a quitté son côté droit bien des fois. C'est peut-être une solution pour mettre en attaque avec David ou Wea. Le mettre plus en pointe, peut-être, pour apporter du danger. Dans les flops aussi, je citerai l'homme au sifflet qui n'a pas été particulièrement brillant. C'est pas la première fois avec lui, mais je comprends la colère de José Font quand il y a systématiquement, c'est pas être chauvin, mais systématiquement dans le doute, c'était dans le même sens. Bourak se prend un carton qui n'était pas mérité puisqu'il n'était pas hors jeu. Ça ne fait pas partie du domaine d'intervention de la VAR, mais il y a quand même depuis quelques matchs, on n'a pas les meilleurs arbitres du championnat. On ne doit pas voir Turpin à chaque match où on n'a jamais eu, comment il s'appelle, Rudy Buquet. Il est Picard, c'est la Ligue des Hauts-de-France aussi. Et par exemple, on aurait pu mettre Buquet sur le derby, par exemple. Il aurait pu arbitrer le derby. On n'a jamais eu Buquet. On a eu une fois Bastien, on a eu deux fois Turpin. Mais là, sur les derniers matchs, on a eu Gaillou, Pignard. On n'a que des mecs qui viennent de monter, qui n'ont pas d'expérience. Il y en a un qui a mis un carton à Zegrova qui a été annulé. Ça n'a pas changé le résultat du match, hein, mais ça m'agace un peu de voir. Et comme on a des joueurs qui sont un peu réactifs là-dessus, ça n'arrange pas les choses. Après, sinon, oui. Oui, après, à la décharge de l'arbitre, quand tu vois Burak Yilmaz seul devant le but, forcément, tu as le réflexe de lever le bras pour dire qu'il est hors jeu. Ouais, c'est un réflexe, ouais, mais bon, on ne peut pas demander à la VAR d'intervenir là-dessus, mais. Alors il y a une petite précision que je vais peut-être que je vais vous l'apprendre, mais elle est intéressante. En ayant des amis qui travaillent en fait dans les techniciens de la production pour ces matchs-là. Alors, ils sont autant sollicités pour faire les matchs, les premiums du samedi, du dimanche soir, que le dimanche après-midi. Et ben sachez, messieurs, je vais vous l'apprendre, que les moyens techniques pour les matchs du dimanche à 15h sont une calamité. C'est-à-dire, vous n'avez pas les caméras que vous avez pour les matchs premium, et qui fait que ça limite aussi, les arbitres le savent, ça limite aussi après le recours à la VAR. Eh oui, il faut le comprendre, ça. C'est-à-dire que vous avez tous en tête des actions où le hors-jeu est flagrant dans les matchs premium, et on laisse faire l'action, on attend que l'action se finisse, et l'arbitre de touche soulève son drapeau. Et là, c'est ce qu'il aurait dû faire pour Bourak. Et après, la VAR se serait contentée d'aller vérifier au pôle le début de l'action. C'est ce qui se passe dans 90% des cas actuellement avec la VAR. Mais le dimanche après-midi, il y a moins de recours à la VAR. Alors, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, hein, mais avec les caméras en moins, vous pouvez moins aller vous aligner entre un défenseur et un attaquant au moment où il y a le hors-jeu, qui fait que c'est des décisions où c'est l'arbitre. Alors, ça redevient naturel, hein, ça redevient au moins, pour ceux qui défendent, pour ceux qui sont anti-vidéo, au moins, ça remet de l'humain. Mais je ne sais pas si vous aviez cette info-là, mais ceci est
peut expliquer cela, mais parce que cette action-là, elle est primordiale. Il peut, et José Font a raison, il met le doigt sur ce qui. Bourak aurait pu partir au moins faire après. Alors, je ne sais pas s'il aurait fait une passe hors retrait parce qu'il en fait plus du tout. C'est même plus que ça existe. Donc, il joue sa pomme. Mais voilà, c'était une précision que je voulais vous amener. Je vous propose de continuer le tour de table pour les tops et les flops. J'avoue que j'ai un peu perdu le fil. C'est à ton tour. Moi, je veux bien, si tu veux, Vas-y. François, parce que je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Il y a un moment donné où moi, j'ai noté en flop José Font pour sa réaction, son commentaire à la fin du match. À un moment donné, on peut aussi, de temps en temps, regarder ce qu'on produit comme football et les réactions qu'on a à chaque intervention des arbitres, qu'ils soient positifs ou négatifs. Chez nous, alors effectivement, on n'est pas forcément bien arbitré en ce moment, mais on n'a que des réactions enfin, voilà, il suffit de regarder la réaction de nos joueurs sur la moindre faute, le moindre contact. On se roule à terre 3 fois, on dit il y a faute, monsieur, machin. On a des réactions violentes derrière. Bourak. Alors, c'était déjà le cas l'année dernière, sauf que l'année dernière, il marquait. Alors, du coup, ça nous amusait. Moi, cette année, ça m'amuse plus du tout, les réactions qu'il a, que ce soit avec ses coéquipiers, pardon, ou avec l'arbitre. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là dans le stade. Et il suffit de lire un peu les réseaux, tout ce qui se dit. Il est devenu insupportable. Mais pour nous et pour l'arbitre, je pense que ça doit être pénible. Alors, je pense qu'à un moment donné, s'il ne prend pas conscience de ça, et je pense que c'est mal barré pour qu'il le prenne conscience, parce que je pense que là, il n'est pas équipé pour, le pauvre, mais que José Font se mette aussi maintenant à faire des commentaires uniquement sur l'arbitre à la fin de ce match-là, je pense qu'il faut aussi que lui regarde le replay et qu'il regarde ce qu'ils ont produit comme match. Parce que ce soit dans l'intensité, les joueurs d'enjeu n'ont pas été formidables, mais ils ont été quand même meilleurs que nous, et retenir que l'arbitrage. Enfin, à un moment donné, regardez le jeu qu'on produit, quoi. Enfin voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, ça m'a choqué. Le fait de sortir ce commentaire-là à la fin du match, ne retenir que le problème de l'arbitrage, non, pour moi, enfin, voilà, c'est pas admissible. Je suis désolé, mais c'est la première fois que je le cite comme ça en négatif, mais j'ai pas aimé, quoi. Georges, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, bah, moi, José Font, voir commentaire sur le match pratiqué, j'ai trouvé pas mal du tout. Mais au niveau de mes tops, donc, bah, moi, j'aurais mis un dont on n'a pas parlé ici et dont le retour devient quand même intéressant, justement, dans le côté structurant du milieu. C'est Benjamin André, qui a ratissé pas mal, qui a fait C'est quand vrai. même un sacré match. Je suis heureux de le retrouver à ce niveau-là parce que lui aussi avait quand même eu une petite période de turbulence et on sent que pour le monotime, en tout cas, lui, pour le coup, je pense qu'il sera vraiment, il reviendra vraiment au niveau. Après, ouais, on en avait parlé du Monson qui avait fait une production pas mal du tout. Et bah, je vais peut-être quand même, parce que je l'ai cité en top dernièrement, là il marque contre son camp, mais je pense qu'il reste malgré tout constant, il ne s'est pas démonté derrière, c'est Thiago Diallo. Alors, top Angevin, on a parlé de Bouffal. Moi, j'ai été très impressionné aussi par le travail d'un mec comme Doumbia, côté Angers, qui a d'ailleurs qui fait très mal sur le but aussi, qui est quand même un mec qui a apporté beaucoup. Et les flops, bah ouais, on a cité David et Bourak. J'y ajouterai aussi Bamba, qui est un petit peu dans la continuité de ce qu'il nous fait avec une certaine irrégularité. Mais là, c'était pour ce coup-là un Bamba plutôt éteint, quoi. Tout le monde s'est exprimé. Christophe D, peut-être pas, non? Non, moi je ne me suis pas exprimé, mais bon, Ouais. on a fait déjà toute l'équipe en flop, donc on ne va pas rajouter. Juste un petit truc pour Fonte, il n'avait pas le temps de regarder le replay avant l'interview. Hein. C'était un peu compliqué pour lui. Donc, Oui, je sais bien, oui, je sais, mais enfin, non, mais, il peut prendre le recul aussi. Enfin, voilà, c'est un grand ouais, capitaine. Donc, ouais, mais ça fait des matchs où il y a quand même des frustrations, et je peux comprendre que la frustration, elle passe à un moment donné. Après, dans le vestiaire, je ne pense pas qu'il y a le même discours, mais enfin, peut-être. j'espère. Mais non, non, après, on a bien fait de rajouter Bamba dans les flops parce qu'il y a de l'espérant quand même. Enfin, je veux dire, il est pas arrière, il est plutôt devant. Il s'est créé du mouvement, il ne le fait plus. Donc, c'est vraiment chiant. Et à part la défense qui était plutôt correcte, parce que le but qu'on se prend, c'est vraiment un but, enfin, c'est un peu une cagade, quoi. On laisse partir le gars, je sais pas comment, mais puis derrière, Diallo, il n'est pas obligé de marquer contre son camp. Hein. S'il met son pied autrement, elle va pas dans le but. Mais bon, à part ce truc-là, le reste, on était plutôt serein. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire.
Il est déjà 21h20. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission tout de suite pour gagner un petit peu de temps sur le chronomètre. Avant cela, c'est l'heure de la question de la semaine pour gagner une place pour le match de ce week-end. Donc, Lille lance au stade Pierre-Mauroy en tribune active avec les piliers du bistrot. Je prends le livre d'Olivier, je l'ouvre au hasard, vraiment au hasard, hein, bien sûr, et je tombe sur un derby qui a eu lieu le 13 septembre 1986 au Stade Bollaert. La question, elle est simple, et le premier qui répond remporte la place. Donc, c'est un match que Lille a gagné 3 buts à 1. Quels sont les buteurs lillois? Question pour départager. Quel est le buteur lensois? Oh, j'y étais. Allez-y sur les réseaux sociaux. Le premier qui donne la bonne réponse remporte la place pour le derby. Deuxième. Ça n'est pas très compliqué, hein. C'est un indice, effectivement. Il y avait à l'époque beaucoup plus de fric que de fricandelles. Donc, je vous propose de passer donc à la deuxième partie de l'émission. On va essayer de faire assez court parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière. C'est l'affaire Hatem Ben Arfa. On a appelé ça Hatem moi non plus. Donc, depuis la semaine dernière, on a assisté à la conférence de presse de Jocelyn Gourvenec qui faisait part de sa déception dans un langage un peu neutre, parce que visiblement, le club refuse de communiquer tant que la procédure disciplinaire ne s'est pas finalisée. Et répondant à une question d'un journaliste qui lui demandait si, avec son esprit cartésien, en tout cas constructif, il se trouvait bien dans le football actuel, il a employé une expression qui a été prise pour son compte par Hatem Ben Arfa, qui a engendré une réaction virulente sur les réseaux sociaux, et il a traité de tordu donc Olivier Létang, qui, je le rappelle, l'avait fait venir à Lille, et, et aussi Jocelyn Gourvenec. Pensez-vous rapidement sur ce tour de table, c'est quoi cette histoire? Comment ça va se terminer? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la fin de saison du LOSC? David, Jean-Luc, pardon. Non, pour moi, je pense pas que ça aura d'impact sur la fin de saison du LOSC. Bon, les joueurs, c'est professionnel, et même si, soi-disant, Ben Arfa aurait dit que c'est tous ses frères dans le vestiaire. Non, ils vont continuer en fin de saison, tant bien que mal. Mais voilà, de toute façon, c'est clair qu'il jouera plus avec le LOSC. Il y aura une procédure sûrement disciplinaire, mais je ne pense pas que ça aura de l'impact. De toute façon, son arrivée n'a eu aucun impact sur le jeu du LOSC. À part une passe décisive contre Paris, pour moi, il n'a rien apporté sur le terrain. Après, dans le vestiaire, on n'y est pas. On est tous pareils, on lit ce qu'on trouve à lire. Mais voilà, vu la réaction qu'il a eue sur, je sais plus quel réseau social, voilà, sans regret, quoi. On a essayé. Bon, si le salaire n'était pas trop élevé, bon, ben, tant mieux. On n'a pas perdu trop de sous. Mais non, c'est vraiment pas la mentalité du Nord, quoi. C'est sans regret. Au revoir et même pas merci parce que on n'a rien eu. Les temps lui a tendu la main et il n'a rien eu en retour. Olivier, tu en penses quoi de cette affaire? C'est un non-événement? Alors, la petite boutade d'emblée, c'est qu'il n'a pas traité tordu de tordu Armand. Ça, vous l'avez noté. Hein, c'est vrai. Bon, mis à part ça, c'est défendable. Moi, Ben Arfa est défendable. Enfin, c'est un gamin. Pour tout vous dire, hein, moi je réalisais à l'époque, pendant 15 ans, les contrôles antidopage pour l'UEFA, et donc j'allais contrôler les équipes qui étaient à l'entraînement. Alors, pour les matchs, bien entendu, le mardi, mercredi, jeudi, mais ensuite, on allait contrôler aussi les équipes de Champions League dans leur camp d'entraînement. Et donc, il m'est arrivé à l'époque d'aller contrôler 2-3 fois l'Olympique Lyonnais à Tolovo Lodge, hein, c'était leur ancien centre d'entraînement. Et donc, Hatem Ben Arfa qui était là.
Et donc, il avait un moment, voilà, quand on fait des contrôles antidopage, ben, voilà, il suffit de pouvoir produire autant de millilitres d'urine, mais il faut au moins les produire. Et lui a eu un moment une difficulté un mercredi, un mercredi midi, l'entraînement était fini, et donc la procédure veut quand même qu'il puisse s'acquitter, hein, de ce contrôle, de ne pas se soustraire. Et donc, il est resté un moment le seul Lyonnais dans le vestiaire, et moi, en attendant qu'il puisse venir. Et il m'a invité à venir jouer à la PlayStation, voilà, en attendant. C'est Ben Arfa, ça, hein, et il a continué à être un gosse. Maintenant, on le fait venir à Lille. Et, bah, les temps de jeu que Gourvenec a pu lui donner, c'est pas terrible, hein. Il l'a pas mis en patron d'emblée. Il faisait jouer 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Quand à un moment, on peut s'énerver aussi en disant tiens, je viens dans un club et vous me faites pas jouer. Donc quand il dit voilà, alors il le dit avec ses mots, il le dit avec sans forme. Mais peut-être a-t-il raison, hein, le fait que Lille joue trop bas et que le problème c'est là. Voilà, il dit avec l'ambition que vous devez avoir, il faut qu'on joue plus haut. Enfin, c'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'on ressent quand on discute entre nous. C'est que on n'a plus le LOSC si dynamitant d'avant. Et le pourquoi, bah, c'est que voilà, on se base sur ce que Gourvenec a certainement voulu vraiment euh, voilà, renforcer, c'est-à-dire cette défense. Les clean sheets sont là pour le prouver. Et ce qui est quand même paradoxal pour ce joueur, Gourvenec, qui est un ancien attaquant, enfin voilà, de ne pas avoir voilà, de pépites comme ça sur l'avant. Donc moi, ce Ben Arfa, alors cet épisode-là, en plus, peut être constructif, hein. Vous savez que la résilience, le fait de pouvoir rebondir comme ça sur des mauvais coups, ce qu'on appelle la résilience, un peu comme le ressort que vous allez tasser et puis qui va reprendre sa forme initiale. Elle n'est possible la résilience que dans la controverse, hein. Donc là, ben, on avait Gourvenec l'étang sur une vision, on avait Ben Arfa sur l'autre. Ça a amené de la controverse et c'est pas bon quand vous avez une seule voix qui parle et que les autres disent amen, hein. Donc à un moment, ben, quand ça vient friter un peu, pourquoi pas. Dans les grands clubs, il y a des frictions comme ça dans les vestiaires toutes les semaines. Toutes les semaines. Le problème, c'est que ça ne se sait pas parce que ça, c'est le contrat. Maintenant, Ben Arfa, ben, il est resté gosse là-dessus et voilà, il a voulu que ça se sache. C'est ça son problème, hein, mais il l'a pas fait qu'avec Lille, hein. Il l'a pas fait qu'avec Lille. Voilà, c'est un peu ma vision. Voilà, on va pas dire que c'est un non-événement, mais voilà. Ouais, moi, je voudrais rajouter une ou deux précisions. C'est que Olivier Létang, en réunion de supporters, nous avait parlé justement de l'avenue de Ben Arfa et du contexte. Et il le connaissait bien. Il l'avait eu à Rennes, il l'avait croisé à Paris. Et il lui a dit, je te fais venir. C'est pas pour être titulaire et c'est pas pour prendre en main le jeu du LOSC, c'est pour dépanner, c'est pour venir faire des fulgurances. Et si tu es efficace, tu vas pouvoir augmenter ton temps de jeu. Et en toute objectivité, les seules fulgurances qu'on a vues de Ben Arfa depuis qu'il est arrivé au LOSC, c'est dans ses tweets et dans ses paroles, hein, c'est pas dans ses pieds. Mis à part le match du PSG qui était plutôt satisfaisant, pour le reste, il a eu sa chance, il a été 3 ou 4 fois titulaire et il n'a pas fait grand-chose, hein, finalement. Donc il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de jouer des bouts de match parce qu'il n'a pas su démontrer qu'il était indispensable. Après, je trouve que le pari Ben Arfa était quelque chose qui était très intéressant. Il fallait le prendre. Moi, j'ai aucun ressenti là-dessus. Par contre, un pari, ça reste aléatoire. Et effectivement, là, il y avait un aléa. Et finalement, ce n'est pas un pari qui s'avère concluant. Donc, merci, au revoir tout le monde. Et arrêtons de faire des polémiques et chacun se quitte dans les meilleures conditions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose parmi les autres piliers du discours? Oui, je pense que justement, moi, c'est sur ce procès fait du bloc bas. Tu l'évoquais, Ben Arfa a quand même eu 3-4 matchs en tant que titulaire.
Et moi, j'ai marqué essentiellement, notamment les matchs où il jouait en 9,5. Il était en décrochage permanent. Le match contre Saint-Etienne, je me suis même demandé si à un moment, on n'est pas placé là en numéro 6. Tellement il était entré, finalement, il laissait David se démerder tout seul devant. Et ça correspond à toute cette période où ça a été une disette en termes d'occasion. Et alors, moi, la question, je me pose aussi, parce qu'en effet, il y a eu des promesses. Il y a évidemment la passe décisive contre Paris. Sa première entrée contre Brest, qui avait été assez brillante, où finalement, ça contrastait quand même avec l'équipe qui était complètement apathique. Et puis après, plus rien. Et le match contre Bordeaux, on a cette impression, à un moment, qu'il exaspère ses coéquipiers en essayant de tout faire tout seul. Et en effet, moi aussi, j'y croyais, je me dis c'était un coup à jouer, mais la question que je me pose aussi, c'est est-ce que finalement il n'était pas arrivé au bout de son film? Est-ce que l'histoire pour lui n'est pas finie parce qu'au niveau du jeu, bah, il arrive à un âge, de toute façon, ça devient compliqué et sur cette histoire, est-ce qu'au fond, c'est pas le suicide par fait que bah, lui-même a compris avant tout le monde qu'il ne reviendrait sans doute pas au niveau où il a été, parce qu'il faut rappeler que ça a été un joueur aussi extrêmement brillant, quoi. Est-ce que Ouais. quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le dossier Ben Arfa? Bah, moi, je voulais juste dire, Ben Arfa, c'est 15 ans qu'il joue, il a fait 2 ans de carrière. Donc, si, il peut en Ouais. vouloir qu'à lui d'avoir raté sa carrière. Et à Lille, il s'est comporté comme il s'est comporté dans énormément de clubs. Et il n'y a que lui qui peut s'en vouloir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse qu'il n'a pas eu sa chance. Il a eu sa chance, Ouais. il n'a pas saisi. Et puis derrière, il a exaspéré tout le monde, ses coéquipiers et les supporters. Parce que franchement, sur le terrain, le mec qui vient en marchant et qui rate de dribble, il s'en fout, il revient en marchant. Bon, on n'a pas besoin de stars comme ça à Lille. On n'a pas les moyens. On n'est pas PSG. Ce qui est excusable peut-être pour un jeune joueur, à 35 ans, là, il ne l'est plus. Jean-Luc, un petit mot? Bah, autant Bourak est à la ramasse cette saison, mais il se bat quand même, maladroitement, mais il se bat. Et bon, il est pas en jeu, mais il va chercher, il fait les efforts que Ben Arfa, non, comme dit Christophe, il marche. Et contre Bordeaux, c'est vrai que l'incident vient de là, parce qu'apparemment, c'est Diallo qui lui a fait part de son mécontentement sur le terrain suite à un ballon perdu. Mais contre Bordeaux, c'était voilà, tourner en rond à l'entrée de la surface, et je passe la balle à Renato qui me la rend et je lui repasse. Ça tourne en rond, quoi. Donc, il a fait 4 titularisations, oui. Donc, ben voilà, il n'a rien montré sur tous les matchs où il est apparu. Voilà, comme tu dis, François, le président Létang lui a mis le contrat en main. C'était pour venir en complément. Donc, il n'y a aucune raison d'exiger plus et de se comporter comme ça. Parce que je pense que dans le vestiaire, des gars comme José Font et Renato Sanchez ne doivent pas se taire et dire amen à tout Gourvenec. Hein. Je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont et les talents qu'ils ont, ils doivent aussi intervenir comme Galtier, Garcia avaient leurs hommes de confiance dans le groupe de joueurs. Il y a toujours des relais. Je pense que Font et Sanchez doivent aussi intervenir, mais sûrement plus posément que Ben Arfa l'a fait, quoi. Dans tout groupe sportif ou même dans tout groupe, s'il y a un joueur qui sort du cadre comme ça, qui pète les plombs, non, c'est pas viable pour les autres, quoi. Sinon, c'est la porte ouverte à tout si on regarde. Déjà, le comportement de Bourak à Brest m'avait fortement irrité. Bon, il a eu sa chance derrière, tant mieux pour lui. Mais voilà, ça fait 1, ça fait 2. Qui va être le troisième, quoi. On ne peut pas laisser passer ça. Je vous propose de laisser Ben Arfa là où il est en ce moment, de passer à la troisième partie, troisième et dernière partie d'émission, celle que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Avant cela, on a eu beaucoup de bonnes réponses à la question de la semaine sur les buteurs de la finale de 1948. Quelqu'un veut donner les bonnes réponses sur la finale, sur le match pardon, du derby, donc de la victoire 1-3 donc, au Stade Bollaert. Est-ce que quelqu'un veut donner le nom des buteurs? Est-ce que quelqu'un l'a parmi les piliers?
Ah, j'ai Ouais. débuté, Olivier, je ne te posais pas la question parce que je me doutais que tu allais avoir la réponse. Alors, Les Belges étaient à l'honneur. Alors, bon, on a entendu un petit accent tout à l'heure. c'est vrai. Erwin van den Berg et puis Philippe Desmet. Et il me semble que c'est De Wilder qui a marqué pour Lens. absolument. Alors, Olivier, Ah, ben voilà. tu ne gagnes pas la place pour le derby parce que c'est réservé Ouais. aux Bon. auditeurs. Alors, Tu peux lui offrir un bouquin, hein. Pardon? Tu peux lui offrir son bouquin. Le bouquin des derbies, tu lui offres. Je vois derrière lui qu'il en a déjà un exemplaire. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Le plus rapide a été, c'est pas une surprise, Damien Beaune, donc de la page Drogue, bière et complot contre le LOSC, hein, qui a cité les trois buteurs lillois, enfin les deux buteurs lillois plutôt, et le buteur lensois. Donc, Damien, on prend contact pour le match de ce week-end. Dernière partie de l'émission. Donc, on va pouvoir évoquer ce derby Lille-Lens. On a titré ça Malheur aux vaincus, un derby qui intervient donc dans le sprint final. Les deux clubs sont concernés par la course à l'Europe. Il reste 7 matchs, 21 points à prendre. Donc la victoire est impérative pour plein de raisons, pour des raisons finalement de fin de saison et puis surtout pour sauver l'honneur dans une saison où le RC Lens nous a posé beaucoup de problèmes. Comment vous voyez ce match? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, on va commencer. Jean-Luc, toujours, toi qui es le plus éloigné d'entre nous. Comment tu vis ce derby, toi qui es un ancien supporter? Oui. Presque aussi ancien que moi. Supporter, oui, un supporter ancien, mais toujours actif, hein. Je le vis. Ce que j'attends, c'est la victoire, forcément, si possible avec du jeu. Alors, cette saison, les joueurs ont toujours été plus virulents dans les grosses occasions. Je ne vais pas dire contre les grandes équipes, mais dans les grandes occasions, le LOSC a toujours répondu présent cette saison, à part PSG, mais bon. Voilà, forcément, on attend les victoires. Maintenant, la dynamique, forcément, est dans le camp adverse, hein, vu le résultat contre Nice, que j'ai pas vu. Ils sont à 1 point derrière nous. On est à 3 points de Nice. Voilà, c'est le match de la saison. Même si, bon, c'est difficile de trouver des motifs d'espoir sur les dernières prestations. Ce que j'attends aussi, c'est que ça se passe bien dans les tribunes. J'en ai marre de voir sur les réseaux sociaux, dans la presse, des querelles, des insultes et tout. Si on pouvait avoir un derby sans des banderoles qui chambrent, ça fait partie du folklore. Mais des insultes, des envahissements, des coups, des projectiles, non, c'est bon, quoi. Alors là, les Lensois sont interdits de déplacement, évidemment, ils seront là. Si seulement ils pouvaient avoir l'intelligence de bien se comporter, de rester à leur place, de rester discret. Nous, on a été interdit de parquage depuis le début depuis le match aller jusqu'à fin décembre. Personnellement, avec quelques blocs de l'Ouest, on est allé à Clermont, on est allé à Rennes, on est allé à Bordeaux. Voilà, on avait les écharpes, les maillots, pas à Clermont, mais on s'est tenu correctement. On était content quand il a marqué, mais voilà, le foot, c'est pas les insultes. On a tous dans nos familles, dans nos proches, des supporters de Lens. Chambray, c'est bien, mais on lit trop d'âneries sur les commentaires des deux côtés. Alors, Donc, on pas reviendra sur violent. cet aspect du problème après, si tu veux bien. On développera notamment la décision du préfet et ce qui va se passer lors du match. Mais je voudrais rester d'abord uniquement sur le sportif. Alors, pour recadrer finalement les choses, que tu parlais à l'instant d'une dynamique lensoise, une victoire 3-0. J'ai été voir, j'ai pas vu le match, hein, j'ai vu le résumé. Je suis allé voir ce que je fais souvent, les statistiques, hein, comme notre monsieur Big Data n'est pas présent ce soir, je me suis chargé du travail. J'ai été surpris parce que on a une victoire nette de Lens, hein, 3-0 contre Nice. On a 6 tirs lensois contre 16 tirs niçois. On a 3 tirs cadrés.
6 tirs cadrés pour Nice. On a 58% de possession pour Nice et 42 pour Lens. Donc, on a 7 corners pour Nice et un seul pour Lens. Ce pas des stats qui sont représentatives d'un 3-0. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? C'est à l'image de Lens et de ses victoires cette année, hein. Il y a énormément, enfin quand je dis énormément, attention, il y a pas mal de victoires qui se sont dessinées comme ça pour les Lensois cette année, où on les pense à la ramasse. Moi j'ai vu aussi le début de la... Enfin non, j'ai vu le match et au début... vous mettez pas un copec sur une victoire lensoise 3-0. Enfin, elle vaut 10 000 contre 1 chez les bookmakers. Sur la physionomie du match, sur le carton rouge qui est donné assez vite, les Lensois se font bouffer toute la première mi-temps, ils font le dos rond, et puis après, ben voilà, alors peut-être que c'est le 12e homme qui a servi, hein. Il a servi le 12e homme, hein, c'est-à-dire le public, qui a pu venir. Et puis après, voilà, une tactique que les équipes ne font pas assez souvent. On se dit, ça y est, c'est fini dès qu'on prend un rouge et on se retrouve en infériorité numérique. Mais Francaise sait le faire parce c'est pas la première fois. C'est d'essayer de canaliser tout pour que l'équipe en face se retrouve à 10 également. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, il a superbement bien joué le coup, avec Kalimundo aussi qui est arrivé par la suite. Voilà, c'est du bon coaching. Ça fait du bien parce que comme ça les Lillois peuvent aussi revenir sur Nice, hein. C'est un peu dans ce contexte-là qu'il faut le voir. Les statistiques lensoises, eh ben voilà, ils sont dans l'euphorie. Et puis ils peuvent en prendre aussi 3 contre Lille samedi, ou bien ils peuvent venir gagner 3-0. Enfin, c'est une équipe, moi, qui me stupéfait dans le bon sens, hein, depuis le début. Et je suis ébahi de savoir comment physiquement ils peuvent tenir la baraque. On a envie que toutes les équipes jouent comme ça. C'est le football à la Bielsa où on fait le pressing haut. Mais ça, à un moment, voilà, ça se paye parce que physiquement on est mort. Eh ben eux non, ça continue avec des vieux lascars comme Fofana qui tiennent la baraque. Ça fait du bien. Alors je pense pour eux que Kakuta soit un peu mis en retrait parce que c'est peut-être lui qui ralentissait. Pareil, paradoxalement aussi à ce qu'on pouvait sentir que c'était le patron. Ben non, pour finir, voilà, il y a meilleur que lui. Et puis après, c'est l'histoire d'un groupe, hein, une histoire de copains. C'est l'histoire du LOSC l'année passée. C'est l'histoire du LOSC en 2011. Alors, ils vont pas être champions, hein, ils vont peut-être même pas faire de Coupe d'Europe. Pour Lille, c'est tout bon. C'est parce que voilà, si on est d'accord à se plaindre cette saison, on est tous d'accord que bon, quand est-ce qu'on va arriver à mettre trois victoires de suite, voilà, on se lamente, on voit des daubs voilà au grand stade, enfin des matchs. Et d'un côté, on a aussi le son de cloche du voisin lensois où chacun qui va à Bollaert en revient vraiment avec une extase. Et quand vous prenez le classement à l'heure actuelle avant le derby, bah, c'est Lille qui a 2 points d'avance. Voilà. Et donc on peut les mettre à 5 points, ça fait un concurrent en moins. Puis après on va aller petit à petit. Moi c'est ma théorie, hein, c'est petit à petit qu'on va aller comme ça. Donc c'est des 128e de qualification pour une Coupe d'Europe. Après ça sera un 64e contre Monaco, ça sera un 32e contre Rennes ou Nice. Voilà, c'est petit à petit, on peut mettre. Mais après, il y a Strasbourg aussi. Si on peut comme ça gravir petit à petit avec nos joueurs qui reviennent en forme. Mais voilà, c'est pas donné. Moi, je sais pas comment Burak Yılmaz et Jonathan David peuvent en une semaine avoir une efficacité contre le voisin lensois. Je ne sais pas comment c'est possible. Alors, qu'on parte avec l'état d'esprit, enfin, quand je dis voilà, on est Lillois, qu'on parte avec l'état d'esprit parce que c'était pas si mauvais, hein, la rencontre de Coupe de France, même si on la perd au tir au but, mais on était parti avec une équipe aussi qui était l'équipe B d'alors, hein, avec des remplaçants, il n'y avait rien de sûr à ce moment-là. On n'avait pas de certitude sur nos joueurs et on mène 2-0 à un moment, hein, et il a fallu une 92e minute de folie avec Fofana
que Lens puisse revenir après et gagner au tir au but. Voilà, même le match aller, il est pas acheté pour Lille. Hein. Juste avant le but de Frankowski, il y a Leka qui fait Darry Cole dans le triporteur en arrêtant une action. Voilà, à un moment il plonge et c'est son pied qui dévie le ballon alors que Lille doit marquer sur cette action-là et juste après c'est Lens qui s'en va marquer le but. Voilà. Donc à l'image des deux équipes. Lille c'est hésitant et ça tourne pas rond et Lens je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui tourneront depuis le début de saison hein. Voilà. Bon j'ai été long hein. Excusez-moi. Et ça a provoqué quelques réactions sur les réseaux sociaux. On a Patrice qui nous dit Lens a des fulgurances, il joue là-dessus, d'où leur stat. Olivier qui est très pessimiste vu notre niveau actuel. Et puis on rappelle que à Lille, les références de foot à la Bielsa n'ont pas forcément un impact ou un souvenir positif. On a eu quand même quelques purges à cette époque-là. Et Olivier qui nous demande s'il ne faudrait pas faire des contrôles antidopage à Lens. Hein. Olivier, toi qui es spécialiste pour faire uriner les joueurs en après-match. Donc c'est une idée. Alors je recentre le débat pour les piliers qui ne sont pas encore intervenus. C'est quoi la clé du match entre un Lens qui va surfer sur l'euphorie du dernier match, mais qui reste assez irrégulier dans ses dernières prestations, et un Lille qui est extrêmement solide défensivement, mais extrêmement poussif offensivement? C'est quoi la clé de ce derby? Christophe C., je te vois très songeur. La clé de ce derby, je la connais pas. Par contre, je pense que c'est vraiment un match charnière sur lequel il ne faut pas se louper. Au-delà d'un derby, c'est surtout un match sur lequel il faut se projeter et se projeter sur les matchs suivants. Voilà. Et pour avoir encore de l'espoir d'avoir quelque chose à jouer cette saison, parce que sinon derrière, ça risque d'être compliqué et on risque vraiment de perdre beaucoup au-delà d'un match, je pense. Ça peut être vraiment très très important. Et c'est vrai qu'au niveau de la dynamique, bon, ils ont fait un bon match ce week-end et voilà, c'est un peu, ça sort tellement d'un match habituel parce que finalement, je crois qu'ils perdent un joueur au premier quart d'heure. Après, Galtier a raté sa pause alors que Francaise a réussi justement. Et là, ça a fait peut-être la différence. Et puis quand on voit les commentaires à la fin du match, voilà, j'ai vu le match en entier. C'est vrai que c'est miraculeux. Mais eux, du coup, sont dans une bonne petite dynamique alors que nous, on est passé à côté de tout. Donc ça me fait un petit peu peur. Donc voilà, je pense qu'il faudra réaliser un match sérieux à tout point. Et si on n'arrive pas à le gagner, soit, mais voilà, rester et prendre au minimum des points pour, en minimum un, pour espérer encore quelque chose derrière. Georges, je te vois très actif, tu as envie d'intervenir. Je vais juste rajouter une question pour te permettre de compléter ta réponse. Finalement, c'est quoi le plus important? C'est le derby ou c'est la série de matchs pour la course à l'Europe? En gros, est-ce que tu préfères qu'on gagne le derby ou qu'on se qualifie pour la Coupe d'Europe, en sachant que c'est ce que j'ai répondu hier soir, c'est que la qualification en Coupe d'Europe passe par une victoire contre Lens. Voilà. Ouais. Tu as répondu à la place. Je veux dire, on est dans le money tag, donc maintenant, chaque point compte, chaque match va être gagné. Je voulais rebondir un peu, parce qu'en effet, j'ai vu le match aussi. Alors, ce match est complètement lunaire parce que on a eu en effet une première mi-temps, et c'est en attaque-défense. C'est-à-dire que Nice écrasait complètement le match. C'est-à-dire que la première mi-temps se joue au talent. Et à Nice, il y a des talents formidables. Il y a, mais des talents qu'on va voir après qui sont aussi des jeunes assez immatures. Hein. Je pense à Wiri. Et sur cette première mi-temps, on part sur la punition. D'ailleurs, Leka fait encore quelques miracles. Et l'expulsion arrive même dans finalement l'impuissance qu'ont les Lensois à contenir cette équipe. C'est une faute à retardement. Alors, en temps réel, elle a l'air un peu sévère, elle a même scandaleuse. Et puis quand on voit le ralenti, on voit quand même que le Lensois est en retard et débordé et que le geste est très dangereux. Donc le rouge est logique. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'en effet, comme disait Olivier, sur cette première mi-temps, ça laisse augurer d'aucun doute. Ça va être une punition, ça va être une fessée, ça va être une correction royale. Et à Lens, il y a pour moi, trois facteurs qui sont très intéressants. C'est d'abord
l'enthousiasme, parce que c'est ce qu'on va voir après, c'est cet excès d'enthousiasme, c'est la maturité et c'est quelques joueurs clés. Et là-dessus, à mon avis, la clé du match, elle est peut-être… Alors, l'enthousiasme, parce qu'en effet, les mecs, quand même, les 2 premiers buts, ils les marquent à 10 contre 11, quoi. Et dans une espèce de temps d'euphorie, les 2 buts s'enchaînent parce qu'ils ont réussi, justement, et grâce à leur maturité, à un moment, en fin de première mi-temps, à pourrir un peu le match et à faire en sorte que des joueurs comme Gouiri sortent un peu de leur gond, s'énervent, et finalement, les Niçois, faute de maturité, sortent complètement de leur match au bout d'un moment. Donc, et enfin, les joueurs clés, parce que il faut quand même le dire, dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs très moyens comme Sotoka. Mais il y a, sur ce match-là, moi, 2 joueurs. Un qui m'impressionne depuis le début, qui est évidemment Fofana, qui est un joueur incroyable. Et il y en a un autre qui est Doucouré. Doucouré, sur la bataille du milieu, les 2 ensemble, c'est assez compliqué à jouer. La bonne nouvelle, c'est que Doucouré sera suspendu. Donc, ils perdent quand même un joueur majeur dans le fonctionnement de l'équipe. Et l'autre clé, c'est de me dire, c'est comme, je crois que c'est Patrice qui disait au niveau des commentaires, c'est aussi une équipe qui va payer d'un match sur l'autre, justement, avec des débauches d'énergie. Et là, je pense que contre Nice, il y a eu une débauche inimaginable. Alors, s'ils sont encore dans le bain, finalement, que les jambes répondent, que ça fonctionne, on peut vraiment s'inquiéter parce qu'à Lens, pour le coup, il y a un enthousiasme qui est inversement proportionnel au côté amorphe du jeu lillois dans son fonctionnement offensif. Et voilà, donc ça va être la clé du… Est-ce que sinon, les Lensois ne vont pas arriver aussi un petit peu rincés de ce match où vraiment il y a eu une débauche d'énergie hallucinante, quoi. Voilà, donc moi, à mon avis, ça va se jouer là-dessus. Christophe D. Alors, Georges parlait de l'absence pour suspension de Doucouré. Il y aura bien sûr aussi Aïdara qui a été expulsé au match précédent qui sera absent. Et peut-être plus surprenant, à Lens, ils organisent une balance entre les 2 gardiens. Et normalement, si on suit la logique et la chronologie, Jean-Louis Léca ne sera pas là au derby. Est-ce que justement ces absences, elles ne risquent pas d'handicaper les Lensois face à Lille où normalement on aura le retour de Swan Botman et de Timothy Weah? Ouais, par rapport à Leca, je sais pas trop parce que l'autre gardien n'a pas l'air mal non plus. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais j'avoue, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient critiqué beaucoup ce joueur-là. Par rapport à Doucouré, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Et moi, je voulais revenir à ça. Je veux dire, ce qui peut être la clé du match, c'est revenir à notre jeu de transition. Parce que eux, ils jouent, ils se projettent vite. Donc, ils sont à 3 derrière avec 2 pistons et ils se projettent très vite. Donc, si on arrive à récupérer le ballon aux 30-35 mètres et qu'on arrive à aller très vite dans le dos, on aura des occasions, forcément. Parce qu'ils ils ont beau être dopés comme pas possible, hein, tout le monde l'a dit, mais ils ont quand même du mal à revenir. En toute bonne foi, Christophe. Voilà, en toute bonne foi, bien sûr. Olivier le disait d'ailleurs, hein, donc on va reprendre. Mais donc, non, mais donc du coup, ils auront du mal si on arrive à reprendre un ballon et à jouer. On l'a déjà fait hein, contre des équipes comme Paris, contre des équipes des équipes qui se projetaient beaucoup. En jeu de transition, on est pas mal. Par contre, ça veut dire que je pense qu'il faut changer un peu notre façon de jouer. C'est-à-dire que les 2 milieux défensifs, c'est bien, mais après, il faut jouer. Je pense qu'il faut vraiment jouer en 4-3-3 avec une pointe qui serait Sanchez au milieu de terrain et trois joueurs devant qui vont vite, qui peuvent se projeter. Sinon, si on joue comme on a joué comme en 4-4-2 depuis 5-6 matchs, ben, on aura du mal à se projeter parce qu'on n'est pas dans ce mood-là et je pense que même si la tactique au départ, elle ne veut rien dire, c'est l'animation qui joue, je pense quand même qu'il faut faire quelque chose pour dire aux gars, regardez, on va jouer différemment, quoi. Là, on va arrêter de jouer avec 27 passes avant de tirer, on a le droit de faire 3 passes et de tirer. Ça sera la grande différence. Alors, avant de faire le dernier tour de table sur les pronostics du match, je voulais juste revenir sur un des faits marquants. Les supporters lensois sont interdits de déplacement, c'est-à-dire que le parquage des supporters adverses sera fermé. On attend quand même quelques supporters qui seront disséminés en tribune. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de décision? Jean-Luc, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Est-ce qu'on paye le prix des débordements du derby précédent? Est-ce que
Est-ce que les préfets n'ont pas trop tendance justement à utiliser la carte interdiction pour éviter d'être embêtés? Est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que, par exemple, ce week-end, les forces de l'ordre seront aussi occupées avec le Paris-Roubaix et qu'il y a peut-être une volonté de, entre guillemets, protéger les forces de l'ordre et pas qu'ils aient trop de travail sur ces événements sportifs? Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Luc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? Au niveau de la sécurité des incidents, il y a des incidents des deux côtés au match aller. Donc, en Coupe de France, les supporters lillois ont été interdits de déplacement, même s'il me semble qu'il y avait la jauge à 5000. Il n'y a aucune raison qu'on les autorise à venir. C'est un match depuis quelques années beaucoup trop électrique pour moi, beaucoup trop malsain dans l'ambiance, dans les tribunes. J'ai vu vendredi dernier, les supporters de Saint-Étienne étaient interdits de déplacement à Lorient. Ils se sont arrangés avec les Ultras de Lorient pour les Lorientais ont acheté des places pour les Stéphanois, comme quoi les supporters peuvent très bien s'entendre. C'était arrivé il y a quelques années à Lille où les Nantais avaient été accueillis en tribune nord par les DVE. Bon, l'inverse, c'est beaucoup moins vrai, notamment pour les supporters lincellois. Oui, cette saison, oui, ils ont oublié ça. Mais il y a des matchs, il y a 90% des matchs où ça se passe très bien. Mais le derby du Nord ne se passe plus très bien. Et voilà, j'aime aller au stade, mais c'est le match de la saison à Lille. Je me battrai jamais pour avoir des places pour le derby, parce que l'ambiance est vraiment trop nauséabonde. Tous les incidents des matchs allés, il y en a eu des deux côtés, qui a commencé, oui, le tifo énorme dans la tribune de Lens a mis le feu aux poudres, mais de notre côté, il y en a qui attendaient que ça, quoi, pour répondre. Donc voilà, c'est une ambiance que j'aime plus. Le dernier derby que j'ai vu, c'était 2014 au Grand Stade, l'année où Lens est descendu. J'étais accompagné et qu'est-ce qu'on a vu? Des flics à cheval, des bagarres, des fumigènes et tout. Une ambiance de. Ouais, une ambiance de. Pour moi, c'est pas le foot, quoi. On peut faire des banderoles, voilà, des petites banderoles moqueuses, mais là, on est dans l'insulte, on est dans la bagarre et la provocation. Et non, j'aime plus cette ambiance. Je connais une cinquantaine de stades en France et en Europe. C'est le match que vraiment, voilà, ça ne m'intéresse plus du tout, cette ambiance. J'ai vu des derbys dans le passé. Je suppose qu'Olivier, dans son livre, en cite beaucoup, des derbys où ça se passait très bien avant. Ça fait ancien combattant, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Lille-Bastia en D1 en 79 qui s'est joué à Lens, enfin Bastia-Lille, parce que le terrain de Bastia a été suspendu. On avait joué Bastia-Lille en levée de rideau de Lens-Boulogne à Boulard, et on était dans les tribunes où il y a le COP actuellement, là, et ça se passait très bien, quoi. Et maintenant, voilà, c'est les derbys, voilà, il y a quelques imbéciles des deux côtés qui en profitent pour foutre le bazar, et puis non merci, quoi. Donc, s'il n'y a pas les supporters de Lens sont interdits, donc logiquement, ils ne viennent pas. Maintenant, s'il y en a dans les tribunes, ça se passe mal pour eux, je trouve ça dommage. Mais à partir du moment où ça craint comme ça, il ne faut pas y aller, point final. Je suis sûr qu'il y en a qui vont aller avec leur maillot de Lens dans les tribunes de Lille. C'est la provocation dans l'autre sens, quoi. C'est donner le bâton pour se faire battre. Et non, c'est une ambiance vraiment détestable pour moi. Jean, je te vois réagir. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Jean-Luc. Et en effet, moi, j'ai un autre souvenir, des trucs qu'on n'imagine même pas. J'en parlais justement à Stéphane Carpentier qui m'interrogeait sur les derbys passés. Je me souviens moi aussi d'un truc qui serait inimaginable aujourd'hui, c'était, vous savez, les matchs du 14 juillet qui se déroulaient à Lincel. En 81, c'était un Lille-Lens. Donc, Lincel, vous voyez, stade champêtre, les publics mélangés. Finalement, les seules violences, ça avait été sur le terrain entre deux joueurs de Lens et de Lille. Et c'est vrai que c'est une époque, moi je me souviens de ces années-là, il y avait des Lillois en Marek dans les derbys à Lille, et les deux copes étaient mélangés dans la seconde avec Raymond Préjoris. Il y avait, pourtant la rivalité existait déjà, mais elle s'exprimait de manière beaucoup plus douce. Et pour revenir à ce derby, finalement il y avait un débat
Alors moi, il y a toute une série de questionnements et quand même des petits coups de gueule montés. D'abord, le premier, qu'un préfet interdise, c'est très bien, mais on a vu ce que ça a donné contre Marseille. Si on amène l'interdiction et qu'il n'y a aucun contrôle, on s'est retrouvé quand même avec deux, trois copes marseillais improvisés dans les tribunes, au milieu des Lillois. Donc, le remède était pire que le mal. Là, imaginons la même chose, un COP Lensois qui va se créer à proximité du virage nord, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. On prend des mesures, mais on essaie de les assumer, on va jusqu'au bout. On fouille sur le parvis, on cherche les stadiers, on intervient dans le stade. S'il y a un mec sur un maillot lensois, on le sort. Interdiction de stade parce qu'il y a une décision préfectorale et que c'est absolument délictueux. Voilà, les règles sont claires. Et pareil, moi, c'est cette députée lensoise qui dit, comme il y a un risque, autant interdire le truc. Ça aussi, ça me dépasse. Enfin, je veux dire qu'une élue de la République soit dans un truc. Moi, demain, je veux dire, il y a un stop au bout de ma rue, tout le monde va brûler. On va demander de supprimer le stop. Je pense qu'à un moment, chacun doit être dans son rôle. Si la préfecture prend une décision, il faut qu'elle soit en mesure d'en assumer le bon fonctionnement. Après, évidemment, hein, je ne suis pas contre l'idée qu'on réouvre le code, parce que si vraiment le préfet n'est pas foutu de faire respecter ses consignes, autant mettre les Lensois dans le parcage et éviter le drame. Mais je pense que ce n'est pas une députée d'arriver à ce genre de requête, quoi. Christophe, l'un des deux Christophe, vous voulez intervenir là-dessus? Ou Christophe C, par exemple? Oh, bah, Ou il a bougé juste avant toi, Christophe. Voilà. Donc j'ai gagné. Écoute, moi j'y crois. Enfin, je crois vraiment que ça va bien se passer. J'y crois tellement que j'y vais avec mes garçons. Ce sera leur premier derby. Voilà, je voulais leur faire vivre ça. C'est les vacances scolaires, c'était le moment ou jamais de pouvoir le faire. On y va avec les cousins qui sont dans une autre tribune, pas très loin. Et puis voilà, et puis j'espère que ça sera en bonne intelligence. Nous, on est dans une tribune active, mais plutôt distinguée. Tu peux pas dire le contraire, François, hein. Donc voilà, on chante, on soutient, et puis comme on le fait à chaque match, on le fera samedi, et il n'y a pas de raison, ça se passe autrement. Il n'y a pas de raison. Christophe D, tu veux rajouter quelque chose? bah, moi, je suis assez d'accord avec Jean-Luc sur l'ambiance. Franchement, j'en ai marre de ces invectives, de ces insultes, ces bagarres à deux balles. C'est vraiment à chier. Faut pas oublier que enfin, c'est un jeu de football et je pense que il y a vraiment de la connerie derrière tout ça et je pense que quand on laisse parler les cons, et derrière on a le résultat qui va bien avec, quoi. C'est-à-dire que les mecs c'est les mecs qui veulent se battre qui se battent et les gens derrière, il y a toujours des suiveurs. À un moment donné, il faut dire, non, 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 faut pas suivre ça. Moi, les derbys d'antan, oui, j'en ai connu aussi des derbys mélangés, et c'était quand même 10 fois mieux, quoi. Enfin, c'était pas 10 fois mieux, c'était 1000 fois mieux. C'était les vraies histoires du football, quoi. Mais là, franchement, s'insulter alors que je vois comme tout le monde, et on connaît tous des Lensois, hein, des Lensois, et moi j'en ai dans la famille, j'ai des amis Lensois, j'ai des relations de travail qui sont Lensois, et alors je vais arriver au boulot, je vais leur taper sur la gueule parce qu'ils sont Lensois, c'est complètement crétin. Réfléchissez en 2 secondes. Est-ce que dans la vie de tous les jours on fait la même chose? Est-ce que le gars il est Lensois, on va lui rentrer dedans tous les jours, on va l'insulter dans la rue? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Chambrer, c'est rigolo. Chambrer, c'est rigolo. Chambrer les joueurs, c'est rigolo. Mais ça s'arrête là, quoi. Arrêtons là, quoi. Soyons un peu plus intelligents que ça, quoi. Oli. Je peux Ouais. rajouter juste une chose, Christophe? Oui. Les DVE qui lancent à chaque match un chant dans lequel on vient insulter les Lensois, c'est juste insupportable. Ah oui, Tous les matchs. Enfin voilà. pas de sens. Alors ils mettent de l'ambiance en dehors de ça, mais là, faut qu'ils arrêtent, faut passer à autre chose, quoi. C'est bon. Lâchez. C'est comme ça qu'on fait des guerres, hein. Alors, Olivier, toi qui as le recul de cette centaine de derbies, ouais. je voulais juste avoir ton avis sur l'absence de supporters lensois. Et puis aussi, je vais te poser une question pour étoffer un peu la réponse. Est-ce que parmi justement tous ces derbies, le dernier, celui en championnat, qui s'est très mal passé, est-ce pas finalement le pire?
Et est-ce que finalement cette situation extrêmement nerveuse, parce qu'on parlait tout à l'heure du démarrage avec le tifo lensois, mais c'est pas tout à fait exact, hein. Moi, j'étais en déplacement avec des bus de supporters. Il y a eu des vitres cassées, il y avait des guet-apens sur la route. Alors, je ne veux pas mettre la responsabilité plus sur les Lensois ou les Lillois. Je suis toujours du même avis que celui qui disait tout à l'heure. Dans ce genre de situation, il y a une co-responsabilité finalement des deux camps. C'est pas le souci. Et sur d'ailleurs ce derby-là, je reviens sur ce que je disais à l'époque, il y a aussi une responsabilité, à mon sens, de l'organisation qui n'a pas forcément géré le parquage visiteur comme il fallait, mettre des brises-vues, isoler, mettre des filets et des choses qui auraient évité les problématiques. Mais sur le plan de l'esprit, est-ce que tu trouves que c'est le pire derby et comment on peut expliquer que ça devienne comme ça maintenant au bout de quelques années? Alors là, le tifo avec le Lillois Merta, ça vaut quand même quelque chose, hein, symboliquement, ça est repris par toute une tribune, et que les dirigeants lensois me fassent pas croire, en tout cas moi personnellement, qu'ils n'étaient pas au courant. Enfin, c'est pas, voilà, ça c'est déjà en aparté. Maintenant, moi, je vais un peu mettre de modération sur les derbys d'antan où c'était mieux avant, hein, c'est toujours pareil, on va jouer les vieux nostalgiques. Souvenez-vous quand même, je crois que c'est 1980, donc ça fait 43 ans de derby. Il y a quand même eu 2 Lensois qui ont été jetés du quai du Petit Paradis là, en sortant de Grimont-Pré-Joris, hein, à Et l'époque. Hein. il paraît que Vous vous souvenez de ça? dans les activités d'après-match, il paraît qu'il y avait des cours de natation qui étaient prévus, Ouais, bah ouais. en toute mauvaise foi, bien sûr. Bon, donc vous souvenez quand même de ça, Bien hein, sûr, tout à fait. c'est des faits qui voilà qui étaient pas rien. Alors voilà, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai dit la moitié de mon histoire par rapport au pourquoi de l'écriture du livre sur les derbies. Un père hyper passionné, impliqué même au LOSC et qui m'emmène tout petit, mais aussi une mère dont le père, donc mon grand-père, a été le premier président d'un club de supporters lensois à Hénin-Liétard à l'époque. Hein. Et donc, je peux vous assurer, et alors j'en ai pas été témoin, mais parce que je n'étais pas encore né, mais il y avait des joutes à table qui faisaient un moment diviser les familles. Moi, j'ai un cousin qu'on a pu revu en famille pendant 5-6 ans parce que à un moment il avait pris cher, voilà mais c'était dans le temps. Mais donc il y a toujours eu de la passion. Maintenant, c'est un peu déconnant de ne pas avoir cette passion-là, parce que il y a de moins en moins de joueurs du cru. Hein. Le seul qui pourrait être du cru, ça va être Kakuta qui est né à Lille en plus pour le prochain derby. Mais quand on avait des Dumont, des Cabaye, des Debuchy, des Sikora, enfin vraiment des Wallem, voilà, qui étaient représentatifs de la région. C'était aussi quelque chose de très sympa aussi à vivre avec des gens de la région. Hein. C'est un peu ça qu'il faut aussi retenir d'un derby. Maintenant, bon, si on revient un peu sur ce qui pourrait être chaud, alors, est-ce qu'ils ont compris, les Lensois, que ce qui leur avait fait aussi prendre cher à Lille, c'était ces feux de Bengale déployés tout le long de l'autoroute A1 l'année passée? Et ça pour en avoir parlé avec des joueurs lensois, ça les avait transis. Hein, et donc, ils avaient perdu. Est-ce qu'ils vont réitérer? Ils en sont capables, hein, les supporters lensois. Comment ça va être vécu par la préfecture? Est-ce que ça va être réprimé d'emblée? C'est fait de Bengale à tous les ponts d'autoroute A1 entre Lens et voilà. Et on avait craint aussi pour le retour à Bollaert, tel point que moi j'avais soumis l'idée de faire partir le bus qu'on pensait, le bus des joueurs lillois qui allait à Bollaert pour où on a gagné 3-0, 3-1, je pense. Hein, voilà, 3-0. Bon. Et j'avais soumis l'idée à la direction du LOS de faire partir un bus. Alors, voilà. Vous avez redressé la tête sans plus, mais de faire partir le bus des supporters, enfin pas des supporters, des joueurs lillois à vide.
à vide et de faire venir les joueurs dans des fourgons, voilà, au vide teinté. Parce qu'on s'attendait au pire quand même au match retour l'année passée. Hein. On s'attendait à quelque chose de compliqué. Alors les Lensois, voilà, faut voir s'ils vont pas jouer le match avant par rapport à parce que il va y avoir un déploiement de force qui va être mis même à l'entraînement voilà, à Avion, à la Gaillette, au dernier entraînement, ça va être jeudi ou vendredi. Il va y avoir plus c'est les vacances, donc les gosses vont être là. Enfin, ils vont certainement organiser un avant-derby digne de ce nom. Bon, le pire, pour répondre enfin à ta question, François, le pire, je pense effectivement que le pire des derbies qu'on ait pu vivre sur tout ce qui pouvait être interaction autour du derby, c'est le dernier, bien entendu. Oui. Oui, il y a une explication que j'essaie de trouver. Je ne justifie pas ces comportements, j'essaie de trouver l'explication. Mais Il y a un détail qui m'avait, moi, marqué lors de ce derby en tribune, c'est que je ne voyais pas de banderole d'encouragement du RC Lens. J'en ai pas vu une. Je voyais des banderoles Lillois Merda, des écharpes Lillois Merda, des banderoles insultantes. Il y avait une ou deux banderoles en hommage à des supporters qui devaient être peut-être décédés malheureusement ou blessés, mais je ne voyais pas de banderoles à Lens. Et j'ai senti vraiment une forte tension. Je l'ai mis sur le compte, mais je ne suis pas un spécialiste, du fait qu'il y avait vraiment de très nombreuses années que Lens n'avait pas remporté le derby et qu'il y avait vraiment une pression extraordinaire pour le rencontrer, pour le remporter. Et c'est pour ça que les Lensois peut-être étaient nerveux. Et forcément, bah, à l'opposé, les Lillois ont répondu au premier comportement. je voulais faire une petite aparté. Et c'est vrai que avant de faire des derbys d'antan qui étaient tous idylliques, il y avait déjà une rivalité avec ce qu'on abordait à l'époque. Hein, il suffit de deux ou trois excités. Il y avait de temps en temps, je me souviens, notamment Greg Montpréjoris, des échauffourées. On arrivait, on croisait un Lensois, un Lillois qui s'était peut-être un petit peu trop chambré, mais en général, il y avait un effet de foule autour qui avait tendance à les séparer et à éviter le conflit. Je pense que les gens étaient encore dans la rationalité justement de ce que Christophe explique le jeu. Là, je pense qu'aujourd'hui, la même étincelle déjà que les deux publics soient mélangés, que la même étincelle se produise aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les effets soient les mêmes. Quoi. Je crois que c'est surtout sur l'effet groupe qu'il y a eu cette espèce de métamorphose. Et moi, je l'ai vécu, je finis là-dessus. Le premier derby qui est devenu vraiment houbleux, j'ai souvenir, c'est au milieu des années 80, où les deux copes sont encore mélangés. Et là, tout à coup, ça a été une pluie de canettes, puisqu'à l'époque, on pouvait venir avec son manger et son boire. Il y a eu une pluie de canettes avec, j'ai vu plusieurs mecs quitter le stade avec des arcades sourcilières pétées. Et de là, le derby a commencé à prendre une autre dimension. Et je crois que le dernier à Bollaert, ça a été un peu le paroxysme de cette espèce, avec un phénomène nouveau, je pense, qui est les réseaux sociaux. Justement, on en parlait, l'effet des réseaux sociaux et comment les supporters des deux groupes se chauffent sur Facebook. Hein. Il n'y a qu'à aller voir les commentaires. Il est 22h13. Je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Sinon, un dernier tour de table rapide. Vos pronostics pour ce match. On va commencer par toi, Olivier. Qu'est-ce que tu prédis pour ce match? Alors, vous savez que je suis un fan de pronos. Enfin, voilà, j'aime bien un peu à un moment mettre une pièce. Hein. Actuellement, les bookmakers placent une victoire de Lille à 2-1 et une victoire de Lens à 3,60. Voilà, c'est un peu pour vous donner la tendance. Hein. Combien, lui, j'ai pas entendu? 3,60 pour Lens gagnant et Lille 2. Alors, match nul, je ne sais plus combien, ça doit être 2,20. Enfin, en tout cas, voilà, Lille est favori de ce derby, bien que voilà, maintenant ils ont 2 points d'avance, ils sont plus champions de France hein, depuis ce week-end. Ça y est, on ne peut plus rattraper Paris mathématiquement, donc on n'est plus champion de France. Alors, allez, je vais vous dire 2 pronostics, que vous pouvez aller jouer. 4-1 pour Lille ou perdu à 1-4. Voilà. Au moins, c'est clair.
Voilà. On est à la limite de la poésie avec ces différents quatrains. Georges, est-ce que tu as un petit pronostic? Ah oui, et un truc rêvé, on a connu certains derbies comme ça, notamment en la saison de la remontée 2000-2001. Moi, je vois un 2-1 pour Lille avec un premier but lensois marqué à la 75e minute par Kalimundo et deux buts lillois marqués, un à la 89e, l'autre à la 95e. Alors, ce coup-ci, ce ne sera pas Perlade et Bakary, mais j'ai envie de dire notre duo retrouvé, Pourak et David. Il faudra bien qu'il se réveille d'ici la fin de saison si on veut Autant que ce accrocher soit un accessite européen, effectivement. Christophe C., est-ce que tu veux nous faire part de ton pronostic? Contrairement à Olivier, je ne joue jamais, tout simplement parce que je vois toujours Lille gagner 6-1, 6-2 minimum. Mais là, je suis plutôt confiant puisqu'on affronte une équipe qui partage les mêmes couleurs que le FC Martigues en National 2. Alors, j'espère que c'est un bon signe. Donc, je vois une bonne victoire 2-0 du LOSC. Christophe D., tu as un pronostic à nous faire part? Moi, je serais sur un 2-1 aussi pour Lille. Alors, j'ai pas le scénario de Georges. Je sais pas combien ça fera. Je sais pas si on se fait rejoindre à la fin ou je ne sais rien, mais 2-1, je serais déjà bien. Parce que, bon, faut pas déconner, cette année, on a perdu une fois, on a fait nul et perdu au penalty. Ça me ferait chier quand même de perdre deux fois et au penalty. Ça m'emmerderait quand même. Donc, 2-1, ça me paraît bien. Maintenant, voilà. Faut que les clés, je pense qu'on les a, les clés. Il faut juste qu'on les utilise. Jean-Luc, est-ce que tu veux finir cette petite tournée des pronostics? Oui, pour une fois, je verrai un match plus ouvert que les derniers qu'on a vus, du fait de la façon de jouer de Lens. Forcément, on va gagner. On est lillois. Je verrai un 3-1 pour le Lens. Un réveil de l'attaque lilloise, avec peut-être Bourak remplaçant, puis Louis à sa place. Mais oui, 3-1 pour le Lens. Bon, je ne vous donne pas mon pronostic, hein, vous n'en avez pas besoin. Vous savez que je suis le plus mauvais pronostiqueur du bistrot d'Alelosc, hein, donc je ne vous dirai pas ce que je pense réellement et ce que j'affiche officiellement. Officiellement, si je vais vous le dire quand même, officiellement, je prédis une victoire lensoise, mais vous savez que à chaque fois que je prédis quelque chose, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc, je reste très confiant. Voilà, il est temps de boucler cette 29e émission du Bistrot d'Alelosc, que nous avons été très bavards sur les différents sujets. Alors, je voulais déjà, dans un premier temps, remercier Olivier Brochard, notre invité. Merci, Olivier, de ta disponibilité. Merci à vous aussi de m'avoir accueilli. J'espère que l'expérience ne sera pas trop traumatisante. Ça s'est bien passé? Oui, parfait. Bon. Je voulais remercier également les autres, les piliers du bistrot présents ce soir. Merci Christophe C. Ça. Merci et bonsoir Christophe D. Merci à vous, salut. Merci Georges. Merci à vous, bonne soirée. Et je l'ai oublié au départ, je ne l'oublierai pas à la fin. Merci Jean-Luc des Dogs de l'Ouest. Merci à vous, bonne soirée et allez Lille. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis nombreux sur les réseaux sociaux, qui ont fait beaucoup de commentaires. Alors, j'en livre deux comme ça de Patrice qui nous dit 5-4 pour son pronostic et qui nous dit, Olivier, que tu as un très joli casque. Et en tout cas, avec noir avec des liserés bleus, comme ça, c'est un goût qui est très partagé. Voilà, donc merci à tous les internautes, merci de nous avoir suivis. Vous savez que le replay sera disponible très prochainement sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez, likez nos différents médias et nous vous en serons reconnaissants. On vous souhaite une très bonne semaine. Rendez-vous mardi prochain pour le débrief du derby et une semaine qui sera très chargée avec un déplacement à Reims et la réception de Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pour cette raison, avant de vous quitter, je vous propose de dire tous ensemble notre fameux slogan « Allez, le LOSC !» Allez, le LOSC ! Merci, à bientôt, à la semaine prochaine, au revoir.